C'est l'un des mystères les plus obsédants des temps modernes. Une petite fille disparaît de l'appartement de vacances de sa famille et le monde observe avec incrédulité, tandis que les années passent sans réponse. Pour Kate et Jerry McCann, les parents de Madeleine, la blessure n'a jamais cicatrisé. Ils vivent chaque jour avec la douleur de l'absence, portant des questions qui semblent destinées à ne jamais être résolues. Et pourtant, alors que l'affaire a été disséquée par les enquêteurs, les journalistes et le public, une possibilité troublante émerge. Peut-être que le danger cette nuit-là ne venait pas de l'extérieur de l'appartement. Peut-être qu'il se trouvait au sein du cercle d'amis, souriants, dignes de confiance, familiers. Parmi le groupe connu sous le nom des Tapas 7, un nom apparaît encore et encore dans les murmures, dans les témoignages et dans les lacunes de la chronologie. Le docteur David Payne. Il n'était pas un étranger errant dans le complexe, ni un prédateur condamné dont les antécédents criminels auraient été retrouvés. C'était un ami proche, un médecin, un compagnon de vacances qui dînait avec les McCann soir après soir. Mais lorsque les détails de cette soirée sont examinés, des contradictions font surface, les silences s'épaississent et la figure de David Payne passe de l'arrière-plan à l'avant-plan inconfortable du soupçon. Ce n'est pas une simple histoire de disparition. C'est une mosaïque d'incohérences, de chronologies qui ne correspondent pas, de preuves matérielles qui pointent vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur, et d'un silence, à la fois personnel et collectif, qui a peut-être enterré la vérité. Pour comprendre ce qui est arrivé à Madeleine, nous devons suivre ces fragments, tracer les ombres et poser les questions qui sont trop souvent restées sans réponse. Le soir du 3 mai 2007, quelques heures avant la disparition de Madeleine, David Payne a décrit une visite apparemment inoffensive. Vers 18h30, selon son témoignage, il est passé à l'appartement 5A pour voir si Kate McCann avait besoin de quelque chose pendant que Jerry était parti jouer au tennis. Payne a ensuite affirmé qu'il était entré, avait vu Kate et avait même observé Madeleine elle-même. Il se souvenait de son apparence avec une clarté frappante, son pyjama, son calme, son allure de poupée. Sa description était étrangement vive, presque répétée, comme si elle était gravée dans sa mémoire avec une précision anormale. Au premier abord, rien de sinistre n'apparaît dans ce moment. Les amis se rendent souvent visite pendant les vacances, offrant leur aide avec les enfants ou les tâches quotidiennes. Pourtant, plus cette petite rencontre était examinée, plus elle devenait l'une des pièces les plus déroutantes de l'enquête. Car si Payne insistait sur cette visite, le récit de Jerry la contredisait. Revenant du tennis à peu près au même moment, Jerry a dit qu'il avait trouvé Kate et les enfants à l'intérieur de l'appartement, mais n'a fait aucune mention de la présence de Payne. Si Payne avait vraiment été présent, comment Jerry aurait-il pu l'ignorer? Le témoignage de Kate a ajouté à la confusion. Dans ses premières déclarations, elle n'a rien dit de la visite de David Payne ce soir-là. Ce n'est que plus tard que sa version a changé, reconnaissant qu'il était effectivement passé. Pour les enquêteurs, les journalistes et le public, cette divergence est devenue une fissure dans le récit. Dans une affaire où chaque détail était scruté, comment un moment aussi important a-t-il pu être omis puis rappelé tardivement? La contradiction fait plus que soulever des questions sur la mémoire. Elle place Payne à l'intérieur de l'appartement des McCann à un moment critique, faisant potentiellement de lui la dernière personne en dehors de la famille à voir Madeleine vivante. Y était-il vraiment, comme il l'a affirmé? Ou s'est-il inséré dans la chronologie pour des raisons que lui seul connaissait? Inversement, s'il était présent, pourquoi les deux McCann n'ont-ils pas initialement mentionné sa présence? Un simple oubli ne peut pas facilement expliquer un tel vide, surtout lorsque les enjeux étaient si élevés et les détails de cette nuit si minutieusement examinés. Ce choc de témoignages a transformé une visite fortuite en une faille dans l'enquête. Au lieu de clarifier les événements de la soirée, cela a approfondi le mystère, laissant un sentiment troublant que quelque chose concernant 18h30 ne collait pas. Dans chaque cas de disparition, il y a une fenêtre de temps qui devient le point d'appui de la vérité. Pour Madeleine McCann, cette fenêtre est les 55 minutes entre 21h05 et 22h01. À 21h05, Jerry McCann est brièvement retourné à l'appartement 5A. Il a vérifié ses enfants.
a signalé que tout semblait aller bien et est retourné dîner avec le groupe. À 22h ans, Kate est entrée dans le même appartement et a découvert le cauchemar. Madeleine avait disparu, son lit était vide, le volet ouvert. Ces 55 minutes sont le cœur du mystère. Une période si courte et pourtant suffisamment longue pour que tout change. Pour la plupart des membres du groupe Tapas, leurs mouvements pendant ce temps pouvaient être expliqués, soit par les uns et les autres, soit par le personnel qui remarquait leurs allées et venues. Mais où se trouvait David Payne? Ses traces se sont évaporées dans la nuit. Personne ne se souvenait l'avoir clairement vu. Aucun témoignage concordant ne le plaçait au restaurant ou se déplaçant dans le complexe. Contrairement aux autres, dont les pas pouvaient être retracés, Payne semblait disparaître de la carte de cette soirée. Interrogé plus tard, il a livré un récit presque trop parfait. Il parlait d'heures, de détails et d'impressions avec une telle précision que certains observateurs ont pensé que cela ressemblait à un script et non au souvenir d'un homme traversant le chaos. Ces mots manquaient des hésitations de la mémoire. Au lieu de cela, ils portaient à la cadence de quelque chose de pratiqué, de quelque chose de répété pour résister à l'interrogatoire. Et pourtant, malgré cette impression troublante, sa version des faits fut largement acceptée. Les enquêteurs n'ont pas testé agressivement les contradictions. Le vide concernant son emplacement entre 21h05 et 22h est resté inexploré. Pendant ce temps, un témoin, connu sous le nom de Madame C, s'est rappelé avoir vu un homme agissant nerveusement près de l'appartement des McCann pendant cette même période. Elle ne put confirmer qu'il s'agissait de Payne, mais la coïncidence de l'heure et du lieu a approfondi les soupçons. Cette heure fatale était la dernière période confirmée où Madeleine était en vie et la première où l'on savait qu'elle avait disparu. Être absent de vérification pendant une telle période n'est pas une lacune mineure, c'est un gouffre. Et la disparition inexpliquée de David Payne dans ce gouffre reste l'un des vides les plus troublants de toute l'affaire. Si la mémoire et les témoignages peuvent affaiblir, les preuves matérielles sont souvent considérées comme le témoin le plus fiable. Et dans le cas de Madeleine McCann, les murs de l'appartement 5A gardaient leur propre histoire silencieuse. Des mois après sa disparition, des chiens de détection de cadavres et de sang britanniques ont été introduits dans l'appartement de vacances. Leurs réactions ont choqué les enquêteurs. Près du canapé du salon, les deux chiens ont donné de fortes alertes, l'un signalant l'odeur de décomposition humaine, l'autre détectant des traces de sang. Ce n'était pas le fruit du hasard. Ces chiens s'étaient forgé une réputation de précision dans d'innombrables autres affaires, alertant rarement sans raison. Leurs signaux suggéraient que quelque chose de profondément troublant s'était produit à cet endroit précis, au cœur de l'appartement des McCann. Des équipes médico-légales ont rapidement retiré le canapé, prélevé des échantillons de la zone et recueilli des fibres et des résidus pour des tests en laboratoire. Ce qu'ils ont trouvé n'a fait qu'ajouter à l'inquiétude. Parmi les matériaux recueillis se trouvaient des fibres qui ne correspondaient ni au revêtement du canapé, ni à aucun autre meuble de l'appartement. Au lieu de cela, elles semblaient étrangères, déplacées. Les analystes ont noté que leur texture et leur tissage semblaient somme plus proches de vêtements que de tissus d'ameublement. Silencieusement, les soupçons ont commencé à monter. Des observateurs ont suggéré que les fibres ressemblaient aux vêtements portés par David Payne pendant les vacances. Aucun lien ADN n'a jamais été confirmé. Les fibres ne pouvaient pas lier de manière concluante Payne ou quiconque d'autre aux alertes médico-légales près du canapé. Pourtant, la combinaison était glaçante, signaux de décomposition et de sang, dans la zone exacte où des fibres étranges et inexpliquées ont été trouvées. Coïncidence peut-être, mais aux yeux de beaucoup, trop flagrant, trop troublant pour être écarté. Interrogé sur ces découvertes, Payne a nié tout lien, mais son comportement trahissait quelque chose. Il n'était pas calme, logique ou clinique, comme on pourrait s'y attendre d'un médecin formé à analyser des preuves. Au lieu de cela, il semblait nerveux, évasif, visiblement mal à l'aise. Des experts en langage corporel qui ont ensuite examiné les enregistrements de ces interrogatoires ont relevé des signes de stress, les interprétant comme des signes de malaise plutôt que d'innocence. Le canapé, les fibres et les alertes des chiens ont constitué l'un des liens circonstanciels les plus accablants de l'affaire. Et pourtant, étrangement, les enquêteurs ne l'ont pas poursuivi avec vigueur. Les preuves ont été notées, enregistrées,
puis laissé s'estomper à l'arrière-plan d'une enquête déjà complexe. Mais pour ceux qui étudient l'affaire, l'image reste vivace. Un canapé marqué par le sang et la mort, et des fibres qui n'auraient pas dû s'y trouver, murmurant une vérité jamais pleinement confrontée. Si les fibres et les odeurs laissaient entrevoir des vérités cachées à l'intérieur de l'appartement, les relevés téléphoniques de David Payne dressaient un tableau tout aussi troublant à l'extérieur. En 2007, les téléphones portables étaient déjà intégrés à la vie quotidienne. Les parents en vacances les utilisaient constamment pour organiser des dîners, vérifier leurs enfants ou contacter leur famille à la maison. Les membres du groupe Tapas ont montré une activité normale, appels, SMS, schémas cohérents avec des journées chargées et des plans changeants. Les relevés de Payne, cependant, racontaient une histoire différente. Pendant les 24 heures entourant la disparition de Madeleine, la fenêtre la plus cruciale de toute l'affaire, son téléphone est resté presque silencieux. Aucune activité sortante ou entrante significative, aucune trace d'utilisation ordinaire. Juste une exception. Dans l'après-midi du 3 mai, il a passé un seul appel d'une durée de 3 minutes, apparemment depuis les environs du complexe Ocean Club. Interrogé plus tard, Payne a admis avoir passé l'appel, mais a affirmé ne pas se souvenir de qui il avait appelé, ni pourquoi. Cette réponse a alarmé les enquêteurs et les critiques. Un appel de 3 minutes n'est pas un faux numéro, ni un bref incident. C'est assez long pour transmettre des informations, organiser une rencontre ou donner des instructions. Oublier son contenu, surtout après la disparition d'un enfant, pousse la crédibilité à son point de rupture. Pour beaucoup, l'incapacité ou la réticence de Payne à clarifier cet appel a soulevé le soupçon qu'il cachait quelque chose. Le silence autour de cela était encore plus frappant. Avant et après cet appel, ses relevés téléphoniques ne montraient aucune activité significative pendant toute une journée. Dans le cadre de vacances en groupe, cette absence était extraordinaire. Tandis que d'autres géraient la garde d'enfants, les réservations de dîners et les plans sociaux avec des appels fréquents, le téléphone de Payne se distinguait comme un îlot de calme. Était-ce une coïncidence, un oubli ou quelque chose de plus délibéré? Un effort pour éviter de laisser une trace numérique qui pourrait plus tard exposer ses mouvements. Interrogé, Payne a semblé mal à l'aise, défensif et évasif. Il n'a offert aucune spéculation, aucune suggestion plausible qu'il aurait pu s'agir d'un collègue de travail ou d'un parent. Au lieu de cela, il n'a laissé aux enquêteurs que le silence, un silence qui faisait écho au schéma plus large qui l'entourait. Dans les enquêtes criminelles, l'absence de communication peut être aussi révélatrice que sa présence. Et dans le cas de Payne, son téléphone silencieux est devenu moins un oubli qu'un symbole, une autre pièce manquante dans un puzzle défini par des lacunes, des contradictions et des questions sans réponse. Alors que les soupçons tourbillonnaient autour de David Payne, une autre figure est restée curieusement intouchée par l'examen public, sa femme, le docteur Fiona Payne. Contrairement à Kate et Jerry McCann, qui ont subi d'interminables interviews, conférences de presse et même des suspicions formelles, Fiona parlait peu et évitait les feux de la rampe. Elle n'a pas contredit le récit de son mari, n'a pas soulevé de doute et n'a jamais dévié de la version collective des événements du groupe. Son silence était si complet qu'il est devenu une partie de l'histoire. Au sein des Tapas 7, les enquêteurs ont remarqué une unité particulière. Chaque membre a fait des déclarations qui se chevauchaient parfaitement, aplanissant les contradictions et comblant les lacunes juste assez pour préserver la crédibilité de l'ensemble du groupe. Les critiques ont commencé à décrire cela comme un pacte de silence. Pas un accord formel, mais une entente tacite que personne ne romprait les rangs. Personne ne montrerait du doigt, même lorsque des incohérences apparaissaient. Ensemble, leurs histoires tenaient. Le rôle de Fiona dans ce silence collectif est difficile à ignorer. Elle était présente pendant les vacances, consciente des récits changeants et des chronologies cruciales. Elle aurait su si David avait vraiment visité l'appartement 5A à 18h30. Elle aurait remarqué son absence pendant le heure fatale entre 21h05 et 22h. Elle aurait entendu les conversations chuchotées immédiatement après la disparition de Madeleine. En tant que mère elle-même, elle aurait vu des signes si quelque chose dans le comportement de David était anormal. Pourtant, elle n'a jamais exprimé d'alarme, jamais laissé entendre de doute. Pourquoi? Certains avancent mais que c'était de la loyauté, protéger son mari et sa famille des soupçons. D'autres suggèrent que c'était plus que de la loyauté.
que Fiona a peut-être activement participé au maintien du témoignage coordonné du groupe. Son silence, qu'il soit passif ou délibéré, était puissant. En tant qu'autre parent, son refus de soulever des préoccupations concernant David l'a effectivement protégé d'un examen plus approfondi. Si elle lui faisait confiance, pourquoi les étrangers ne feraient-ils pas de même? La psychologie du secret de groupe offre une explication. Une fois qu'un groupe s'engage sur une version partagée des événements, la rompre devient presque impossible. Contredire David aurait risqué de défaire toute l'histoire, exposant non seulement lui, mais Fiona elle-même aux soupçons. De cette manière, son silence est devenu non seulement protecteur, mais aussi auto-préservateur. L'idée d'un pacte de silence hante l'affaire depuis lors. Elle suggère que ce qui s'est passé cette nuit-là n'a peut-être pas été seulement caché par un homme, mais gardé par un groupe refusant de se fracturer. Le mutisme inébranlable de Fiona Payne fait partie de ce bouclier. Un bouclier qui a peut-être garanti que la vérité ne fasse jamais surface. 17 ans plus tard, la disparition de Madeleine McCann reste l'une des affaires non résolues les plus célèbres du monde. Les théories ont évolué de l'enlèvement par un étranger à la suspicion des parents, jusqu'à la focalisation plus récente sur le délinquant condamné Christian Bruckner. Pourtant, à travers tous ces changements, un ensemble d'anomalies, celles concernant David et Fiona Payne, n'a jamais été entièrement résolu. Le témoignage de David concernant sa visite de 18h30 était en désaccord avec le récit de Jerry et n'a été appuyé par Kate que plus tard. Son emploi du temps entre 21h05 et 22h, l'heure même où Madeleine a disparu, n'a jamais été confirmé. Des chiens de détection de cadavres et de sang ont alerté sur le canapé, où des fibres étrangères ont été trouvées, que certains pensaient ressembler à ses vêtements. Son téléphone est resté silencieux pendant 24 heures, interrompu seulement par un mystérieux appel de 3 minutes qu'il ne pouvait expliquer. Son attitude lors de l'interrogatoire trahissait le malaise plutôt que la confiance. Et à travers tout cela, Fiona est restée silencieuse, renforçant l'unité du groupe, ne le contredisant jamais, ne rompant jamais les rangs. Individuellement, chacune de ces anomalies pourrait être expliquée. Collectivement, elles forment un schéma troublant, un schéma qui pointe vers l'intérieur, non vers l'extérieur, et suggère que le plus grand danger n'est peut-être pas venu d'un étranger rôdant dans la nuit, mais de quelqu'un au sein du cercle de confiance. Pourtant, les enquêteurs n'ont jamais tiré fort sur ces fils. Que ce soit par manque de preuves, par réticence institutionnelle ou par crainte de briser le récit, ils les ont laissés s'estomper à l'arrière-plan. Le résultat est une affaire définie autant par le silence que par les preuves. Un silence des amis qui n'ont jamais trahi leur loyauté, des autorités qui ont évité la confrontation, des médias qui ont rarement insisté sur la question, et de Fiona elle-même, dont le refus de parler a pu protéger son mari de l'examen que d'autres ont enduré. Dans ce silence, la vérité n'était pas seulement cachée, elle était protégée. L'histoire de Madeleine est inachevée. Sa disparition n'est pas seulement la tragédie d'un enfant perdu, mais d'une vérité enterrée. Cela nous rappelle que le silence n'est pas une absence, c'est un choix. Et lorsque le silence protège les mauvaises personnes, la justice vacille, et les innocents restent perdus à la fois dans la vie et dans la mémoire. Tant que les questions entourant David et Fiona Payne ne seront pas affrontées avec l'urgence qu'elles méritent, l'affaire restera non seulement un mystère de ce qui est arrivé à Madeleine McCann, mais aussi une histoire de la façon dont la vérité elle-même peut disparaître dans l'ombre.